Donc, bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette troisième table ronde. On a vu comment débuter avec Make, des cas d'usage business dans Make. Là maintenant, on va parler un peu de conseils d'expertes et d'experts pour utiliser Make. Et d'ailleurs, je fais un peu le pont avec ce qu'on a vu juste avant. On a dit et répété pendant les deux premières tables rondes que ce qui faisait la valeur, c'était pas tant la technicité des scénarios, c'était avant tout l'intérêt qu'ils ont pour nous. Et en fait, tous les exemples qu'on a vus dans la table ronde d'avant sont très intéressants, mais n'utilisent pas des fonctionnalités tant que ça avancées de Make. Les aspects les plus techniques de Make, en fait, j'en ai vu aucun dans ces scénarios. Et c'est pas grave, on s'en fiche, parce que justement, ce qui est important, c'est que ces scénarios fassent le taf. Alors peut-être que utiliser des fonctionnalités avancées, ça permettrait des fois d'optimiser des opérations, d'en utiliser 2 fois, 10 fois moins, ou d'aller un peu plus loin. Mais en fait, c'est pas nécessaire, et la plupart des utilisateurs et utilisatrices de Make n'ont pas besoin d'aller aussi loin. C'est-à-dire que quand on commence à maîtriser un peu les fonctionnalités de base, on arrive sur ce plateau où petit à petit on avance et on arrive à faire de plus en plus de choses, et on peut aller assez loin comme ça. Mais pour cette dernière table ronde, on s'arrête justement, on commence là où on s'était arrêté à la table ronde d'avant. C'est quand on va un peu loin comme ça et qu'on veut passer la vitesse supérieure dans Make, comment concrètement on peut faire? Donc pour en parler, nous avons Alban, Magali et Milan. Et Alban, je t'en prie, c'est à toi. Nickel. Donc, merci pour la parole, Pierre. Donc, moi, c'est Alban, j'ai 21 ans. Ça fait maintenant 1 an que je suis en CDI, du coup, en no-code développeur. Donc, que j'utilise Make tous les jours. Et du coup, là, je vais vous présenter donc trois conseils d'experts que j'ai pour améliorer, du coup, votre gestion, surtout du testing, et un peu étendre, du coup, votre vision des possibles. Donc, je ne sais pas si on voit mon écran, là. Pas encore, non. OK, c'est bon. Good. Donc là, du coup, on va se retrouver sur un scénario assez simple. Donc, typiquement, ce qu'on présentait, du coup, sur la table ronde un scénario avec un webhook avec des actions derrière. Donc là, imaginons que ça, par exemple, c'est Typeform. Pour tester le scénario, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire run once. Ensuite, aller trigger le scénario depuis la plateforme qui est originaire du webhook. Et ça, du coup, je vais tester ça ici avec Postman, faire une requête. OK, ça met un petit peu de temps à arriver. Voilà, on va faire ça. Et du coup, si je veux ensuite modifier quelque chose dans le scénario et le retester, il va falloir que je refasse run once et que je retrigger, ce qui peut être très chronophage et pas forcément efficace. Donc, je vais vous montrer une manière plus efficace de le faire. Ça va être d'aller dans le payload ici du webhook, cliquer sur ce bouton-là et cliquer sur Download Output Bundles. Ici, du coup, on a le JSON, c'est-à-dire la structure de données en fait de ce qu'a donné le webhook. Ensuite, si on fait close et qu'on va sur un module qui s'appelle parse JSON, vous pouvez le trouver du coup en tapant JSON ici et vous allez tomber sur ce module, sur cette app-là. Ensuite, c'est parse JSON ici. Et que du coup, vous collez le payload. Vous pouvez ensuite directement avoir accès à ce que le webhook a donné sans avoir à le rerun depuis sa source. Maintenant, imaginons qu'on veuille du coup tester le scénario plus en profondeur. C'est-à-dire tester tout ça sans avoir du coup à faire le webhook à chaque fois. On peut du coup remettre le parse JSON ici et enlever le webhook. Par contre, il y a un problème du coup. On voit qu'il y a des problèmes partout ici parce que toutes les variables sont reliées au module 3, le module webhook. Pour ça, du coup, j'ai un deuxième conseil pour vous qui va être extrêmement important. C'est Integromat DevTool. Donc, si vous faites l'invite de commande, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, vous arrivez sur ça. Vous avez un petit onglet ici. Ce sera l'extension Integromat DevTool. Vous pouvez la télécharger depuis Chrome Web Store. Et du coup, avec ça, vous avez plein de fonctions qui sont très, très, très utiles. Je vais passer sur ces deux onglets-là parce que je n'aurai pas forcément le temps, mais vous avez déjà pas mal de choses ici. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut changer la source de ces variables ici, du module webhook au module par JSON. Donc, on va utiliser ici la fonction remap source. Voilà, je vais monter un petit peu plus. Voilà, remap source. Et le module source, c'est le module 3. On veut passer du module 3 au module par JSON 24. On fait run ici. On voit que les erreurs ont disparu. Toutes les variables qui étaient reliées au module 3 sont reliées au module 24. Et maintenant, on peut tester nos scénarios juste en faisant run once ici.
et tester sans problème. Pareil, si on veut changer juste une variable, par exemple, donc là, on a le swap variable, ici. Imaginons que j'ai une variable ici, test3, et que je vais la modifier par la variable test2. Je peux la copier, ici. Je vais copier aussi test2, ici, en faisant CTRL-C, voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Ensuite, je vais retourner du coup sur Integromat DevTool, et je veux chercher la variable test3, et la remplacer par la variable test2, ici. Je clique sur Run, et dans tout le scénario, les variables test3 ont été remplacées par test2. Donc ça, un gros gain de temps, et n'hésitez pas forcément à l'utiliser parce que ça fait gagner énormément de temps. Dernier petit conseil pour les filtres. Je sais que ça peut être très embêtant de copier des filtres partout. Je sais que moi, par exemple, ça prend beaucoup de temps quand ils sont très complexes. Là, par exemple, j'ai un filtre 1, filtre 2. Imaginons que le filtre 1, je vais le copier ici, entre le module 1, le 24 et le module 2. Un filtre est toujours relié au module qui est à sa droite. Donc là, il est relié au module 4. Et je vais le relier au module 2. OK, je prends ça, copy filters. Je vais prendre le filtre du module 4 et le copier au module 2, ici, run. Le filtre a été copié. Donc ça, un énorme gain de temps. Encore une fois, utilisez-le. Vous avez plein d'autres fonctions. Je vais passer rapidement dessus. Mais voilà, vous pouvez vraiment gagner beaucoup de temps avec ça. Maintenant, pour la fin et pour le troisième conseil, je vais vous donner une vision un peu d'ensemble et plus loin en fait dans l'automatisation. Par exemple, dans mon entreprise, j'aime bien en fait avoir une vision sur tout ce qui run pour savoir en gros quel scénario run, à quelle heure, combien de temps il a duré, combien d'opérations il a consommé et le lien de l'exécution. Et pour ça, du coup, j'utilise, je vais le reconnecter. Je vais le reconnecter, voilà, comme ça. J'utilise en fait ça. Et en gros, ça s'appelle un compteur d'exécution. Donc en fait, je vais envoyer par webhook du coup une requête à Google Sheet pour qu'il ajoute la ligne. Donc à chaque fois que le scénario va run, il va aller par ici d'abord, et ensuite il va aller ici, prendre le nombre d'opérations et l'envoyer sur Google Sheet. Ce module-là, il faut que je le mette dans chaque scénario. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai 50 scénarios, il faut que je fasse 50 fois manuellement, relier ça au début du scénario pour que ça run. Et je me suis dit, pourquoi pas automatiser l'automatisation. Du coup, là, j'ai créé un scénario qui s'appelle « Ajouter compteur de module d'exécution au nouveau scénario ». Et en fait, il va regarder les nouveaux scénarios que j'ai créés. Il va ensuite aller prendre le blueprint du scénario. Je vais expliquer plus juste ensuite. Ensuite, il va update le scénario. Et entre-temps, il va injecter du code dans le scénario. Pour comprendre, en fait, quand je vais faire copier, ici, par exemple, je vais faire copy modules, ce qui va être copié dans mon papier, en fait, c'est du JSON. La même chose qu'on a eu dans le payload du webhook. Et ça, en fait, vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Donc, c'est-à-dire que là, si je le colle, ça va copier les modules. Mais du coup, tout le scénario que vous voyez ici, c'est uniquement du JSON. Si vous arrivez à le manipuler, vous pouvez faire des choses qui sont vraiment incroyables. Par exemple, là, du coup, j'arrive à injecter le module que je veux dans chaque scénario sans avoir à rien faire. Mais imaginons que vous ayez un autre cas d'usage. Je ne sais pas, par exemple, je vais retourner ici où j'avais un autre module. Je sais par exemple que les modules HTTP, quelque chose qui, moi, me prend pas forcément beaucoup de temps, mais je peux forcément oublier quelquefois. Ça va être en gros d'ajouter l'option ici evaluate all set errors as error pour en gros que ça génère une erreur. Donc je pourrais dire par exemple, OK, pour chaque module HTTP dans chaque scénario, tu vas regarder si l'option c'est l'option qui est activée et s'il n'est pas activée, bah, du coup tu l'actives. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal, je ne sais pas à combien de temps je suis, mais je pense que j'ai pas mal débordé. Merci du coup pour l'invitation et je vous repasse la parole. Tu es tout bon, Alban. Merci beaucoup. Tu nous disais la semaine dernière en préparant que tu espérais apporter de la valeur dans ton intervention. Je te confirme que c'est le cas. Là, dans le chat, tout le monde est en train de dire mais on a appris des trucs, mais c'est pas possible. Et moi, je faisais tout à la main. Moi, je t'avoue que le DevTool pour remapper, tu m'as appris un truc. Hein, je ne ferai plus jamais les choses de la manière. Et des fois, tu t'empêches de le faire parce que tu dis purée, faudra tout remapper. Bon, ok, là, ça ouvre des perspectives. Là, vraiment, ça fait énormément de temps gagné, genre. Non, c'est très, très, très intéressant. Effectivement, en fait, ça reboucle avec ce que je disais en introduction, c'est que finalement, toutes ces choses-là, ça ouvre des nouvelles perspectives, ça permet de faire mieux, d'aller plus loin. Mais en fait, tout ce que tu nous as montré, c'est pour mieux gérer
les scénarios pour optimiser les choses, pour développer plus rapidement, etc. Mais en soi, c'est pas nécessaire pour faire des scénarios qui marchent. Et c'est un peu ce qu'on dit sur l'expertise. En fait, l'expertise, elle va aller dans l'optimisation, elle va aller sur la gestion de gros volumes, de systèmes complexes. Moi, j'ai géré pendant 3 ans l'opérationnel d'une boîte e-commerce qui faisait 200 à 300 commandes par jour. Bah là, on peut pas juste se contenter de mettre en place le petit scénario dans un coin et qui tourne parce qu'il faut avoir une gestion industrielle des erreurs, des cas de figure, etc. Avec les erreurs et tout, non, ça peut être très compliqué au bout d'un moment. Et voilà. Et en fait, l'expertise, c'est à partir de ce moment-là qu'elle est utile, mais commencer sur Make, commencer à faire des choses qui ont de la valeur, ça commence, on va dire, des années avant de savoir maîtriser ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de pratique dans Make pour déjà faire des choses qui nous sont très utiles. Merci encore, Alban, et on enchaîne avec Magali. Eh bien, bonjour tout le monde. Je vais vous partager aussi mon écran, du coup. Voilà, on va voir si... Ah oui, c'est moi, pardon. Voilà. Moi, je travaille comme freelance, principalement je dis que je travaille pour des perchés de la technique, c'est-à-dire qu'ils n'y comprennent rien. C'est souvent des thérapeutes. Enfin, c'est eux qui me le disent, hein, et c'est pas pour eux la technique. Et grosso modo, je fais beaucoup d'automatisation de process. Et ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est un peu, on va reboucler un peu sur ce que présentait. En fait, il y a eu déjà Arthur qui nous a dit qu'il fallait mettre en diagramme ce qu'on avait envie d'automatiser. Je vais partir d'un cas d'usage, qui est passé chez une cliente, et pour sauter sur en fait une fonctionnalité qui, moi, j'avais pas tout de suite calé à quel besoin elle pouvait répondre, et finalement elle m'a un peu sauvé la vie dans le cadre de ce scénario-là. Donc typiquement, c'était pour une cliente qui gère un concept store, et elle doit gérer toutes les candidatures des créatrices qui exposent dans ce concept store, et il se trouve que l'espace, elle le loue à son associé, et donc il y avait une gestion avec les deux personnes. La première qui gérait les candidatures et la deuxième qui devait en fait pouvoir émettre des factures de location, etc. Et donc il y avait une interaction entre ces deux personnes. Donc ça, c'est vraiment le scénario haut niveau. Et grosso modo, ça parle d'un tally, les candidatures se font par là. La personne va approuver ou non les candidatures, et après, on va générer le contrat pour l'allocation. Et il y avait toute une automatisation qui envoie aussi la création de la fiche client dans le Trello, etc. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas ça qui va vraiment, sur le point technique, qui a vraiment changé la donne pour moi. Ce qui a changé la donne, c'est qu'en fait, il se trouvait que, comme ça se faisait en 2 temps, on récupérait les candidatures de Tally et ensuite lié vraiment un temps pas calculé à la base. Si la candidature allait approuver, on pouvait retrouver en fait les données qui avaient été soumises par Tally. Et bêtement, au début, je pensais que ça allait, on pouvait aller les rechercher dans Tally avec un get, mais ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, on était amené à pouvoir retrouver ces données qui avaient été soumises initialement. Et c'est là que, pour moi, a été vraiment, plutôt que de passer par un Google Sheet et d'être tributaire d'un compte, etc., c'était juste du stockage temporaire de données. Et c'était là où les data stores, pour moi, ont vraiment complètement réussi à combler ce besoin. Et c'était vraiment intéressant parce que j'avais complètement la main sur la structure des données. Alors, je vous avoue qu'au début, les data stores, ce n'était pas vraiment ma came, mais ça permet au moins de faire... on est vraiment sur le petit scénario initial où on va persister la candidature, et il y a quelques étapes un peu opérationnelles avec une création d'une fiche dans un Trello, et on envoie un petit email pour lui signifier que la candidature a été soumise. Mais moi, c'était vraiment cet aspect-là. Et en fait, on a vraiment, déjà, on va pouvoir définir une structure qui nous est propre, un peu comme un Google Sheet, dans le data store. Et le data store, si on va regarder un petit peu à quoi il ressemble, voilà, c'était pas plus compliqué qu'une structure en tableau, sauf que on peut avoir en fait une structure un petit peu plus compliquée où j'ai pu ranger toutes les réponses du Tally en fait dans une façon structurée, chose que je n'aurais pas pu faire en fait dans une Google Sheet. Donc ça, c'était vraiment super sympa.
Et ensuite, du coup, quand la candidature elle est validée, du coup, on va pouvoir aller rechercher la valeur de la personne, enfin la candidature dans ce data store, et puis après, c'est toute la chaîne opérationnelle, à savoir la génération de contrats avec des données, avec des templates, etc. Et puis après, c'était comme je l'ai expliqué sur le diagramme, on a la création de la fiche de contact dans le logiciel de facturation de la personne qui loue. Et puis on va faire une mise à jour aussi dans le data store pour expliquer que c'est traité. Donc, un des conseils que je pourrais donner, c'est pas au début, moi, ça me paraissait vraiment abscon sur cette idée de data store. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'était juste de dire, en fait, c'est comme Google Sheet, un Excel un petit peu plus évolué. Et en réfléchissant à la structure des données qu'on veut mettre dedans, on a vraiment la main sur comment on veut manipuler les données. Donc, c'était vraiment quelque chose qui avait changé la donne. Et puis là, je vois que j'ai encore un petit peu de temps. Donc, je ne sais pas. Vraiment, alors, dans l'étape de découverte des fonctionnalités un petit peu plus avancées de Make, ça s'est fait vraiment par étapes. Pour moi, ça fait à peu près 2 ans que je travaille maintenant en tant que freelance. Et c'était déjà de se familiariser avec cette histoire d'itérateurs et d'agrégateurs. Ça, c'est vraiment... c'était aussi pouvoir faire des boucles, c'était quand même pas mal. Et puis l'étape d'après, c'est vraiment tout ce qui est le JSON en tant que tel. Et là, j'ai un cas où je peux vous montrer en fait où est-ce qu'il est. Hop là. Là, c'est plus, comme on disait tout à l'heure, on est sur la génération de factures. Et là, c'est vraiment, on va jouer avec, moi j'ai un logiciel de comptabilité, et c'est exactement comme Pierre, c'est-à-dire que je ne fais pas beaucoup de factures par mois, mais par contre, la charge de devoir faire des factures, c'est un truc horrible, mais c'est pas le fait d'émettre des factures vers mes clients qui m'embête le plus, c'est plutôt de les retaper dans le logiciel de compta. Il se trouve que mon logiciel de compta, lui, a une API. Et donc, l'idée, c'était de profiter de cette API pour pouvoir faire des créations de factures en direct et de ne pas avoir à faire du copier-coller. Et donc, du coup, c'était de passer par des modules de HTTP. Donc là, pour le coup, on utilise vraiment les documentations de l'API qui sont... alors, je ne sais plus, je ne les avais pas préparées à l'avance. C'était c'est du Swagger, donc c'est vraiment de la documentation standard de type des API, qui expose plusieurs méthodes, qui remplacent en fait les modules de Make, parce que là, pour le coup, mon logiciel de comptabilité, il est néerlandais, donc il n'y a pas de modules Make qui sont dédiés, mais le fait de pouvoir passer par des modules HTTP, on peut en fait lui faire des trucs qui seraient pas possibles autrement. Et là, on va du coup lui passer un JSON. Et là, c'est rigolo parce qu'on n'en parlait pas il n'y a pas très très longtemps avec Pierre sur le Slack de Notre Code France. C'était juste une histoire de s'y mettre et de pouvoir générer du JSON de façon dynamique pour pouvoir créer des factures à la volée dans mon logiciel de compta. Donc, je pense avoir fait un petit peu le tour. Donc, pour moi, les 2 étapes, c'était vraiment les data stores dans un premier temps, et après, ne pas avoir peur d'explorer tout ce qui est les API de type REST pour pouvoir aller interfacer des logiciels qui ne sont pas forcément inclus dans Make nativement. Eh bien, super. Merci beaucoup, Magali. Je suis content de voir effectivement que tu as creusé un peu ce qu'on s'était dit sur le JSON. Et tu vois, c'est un truc, c'est comme beaucoup, comme le data store. Ça paraît être une grande marche à monter, et puis en fait, tu mets les mains dedans, et mais c'est comme ça que ça marche, et ça va. Et en fait, Make, c'est beaucoup comme ça. On a un jeu de compétences que l'on maîtrise, et on fait les choses avec. Et puis à un moment, on va acquérir une nouvelle compétence, et ça va ouvrir vraiment le champ des possibles. Et on va des fois revenir un peu sur ce qu'on a fait, pouvoir faire de nouvelles choses, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. Et du coup, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, on va dire, sur une question que je voulais vous poser à la fin. Donc, je propose qu'on le fasse un peu maintenant, en tant qu'intermède avant la présentation de Milan. C'est les différents paliers. Quels sont les différents paliers qu'il y a dans l'apprentissage de Make? Et finalement, ce que tu dis rejoint un peu ce que je pensais
En gros, il y a le premier palier, c'est on apprend comment marchent les déclencheurs, les actions, les filtres. Après, il va y avoir les routeurs un peu complexes, où on enchaîne des conditions un peu complexes, les itérateurs, ça va aller avec. Avec la gestion d'erreurs aussi, les routeurs et la gestion d'erreurs. La gestion d'erreurs aussi. La gestion d'erreurs. Donc les itérateurs qui sont pas si compliqués que ça, mais qui sont quand même bien utiles dans beaucoup de cas de figure. Le data store qui peut être utile. Et puis, encore après, je mettrai les agrégateurs, donc les différents types d'agrégateurs. Les calls API, les webhooks, tout ça, peut-être un peu avant encore. Je ne sais pas comment vous voyez ça, comment vous placeriez un peu cette timeline finalement de l'apprentissage de Make, et à partir de quel moment on peut dire que, ok, là, on utilise vraiment pas la pleine capacité, mais on commence à vraiment réaliser le potentiel de l'outil. Pour moi, c'est au besoin. C'est-à-dire que quand l'occasion se présente, tiens, je ne sais pas faire ça, est-ce qu'il y a une alternative? De savoir que ça existe, même si on ne s'est pas encore plongé dedans, ben, ça permet d'ouvrir les portes, quoi. Par exemple, cette histoire d'API, ben, avec mon logiciel de compta, si je ne savais pas que ça existait, je serais obligé de saisir mes factures à la main. Les webhooks, c'est pareil, c'est une façon de faire communiquer des systèmes entre eux. Donc, si on se retrouve à devoir faire ça, ça va être sympa aussi de connaître le principe des webhooks. C'est vrai que c'est un bon point aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout maîtriser. Des fois, il suffit aussi de savoir ce qui existe et de se dire, ok, ça je le garde sous le coude, le jour où j'en aurai besoin, je sais que j'y penserai, et à ce moment-là, je regarderai comment ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine, Alban, Milan? Moi, je pense que ouais, il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est au début toutes les choses assez simples, les variables, les itérateurs, les agrégateurs. Et après, quand on arrive à un niveau un peu plus avancé, on peut passer vers les textes agrégateurs, les aggregate to JSON, les parse JSON, après les custom API call. Et je pense que là aussi où je me suis dit, ok, j'ai vraiment atteint un niveau, c'est quand j'ai commencé à utiliser les webhook response. C'est-à-dire, en gros, les webhook response pour rediriger en 303 vers une autre page, ainsi de suite. Là, je me suis dit, ok, là, je suis là. Moi, ça m'a toujours fait halluciner, ça, les webhook response, en fait, que la plupart des gens le découvrent quand même vachement tard. Parce que quand on utilise le module de webhook, en vrai, il n'y a pas grand-chose de dispo après. Et c'est un des rares trucs, moi, que j'ai capté assez vite, étonnamment. Mais par contre, la courbe d'apprentissage sur Make a été incroyable. Moi, je me souviens, mes premiers gros scénarios, je pense que je les ai refaits 4 ou 5 fois chacun et je les refaisais tous les 1 mois et demi, 2 mois, je pense, max. Parce que j'avais tellement évolué entre-temps que, en fait... Ouais, tu réduis, tu optimises, et voilà, c'est toujours mieux. Yes, moi le point que j'avais, qui était, je pense, probablement un des trucs les plus durs, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que sur Make, tu as du kiff assez rapidement. Tu peux faire un petit tally, t'envoies ça sur Excel, et en vérité, c'est pas que ça rend les gens foldingo, parce que juste un truc comme ça, finalement, ça te fait gagner un max de temps, c'est pas très difficile, et t'as pas besoin d'avoir la complexité de ce qui est techniquement derrière pour avoir déjà de la valeur. Et je pense que c'est ce qui est incroyable, en fait, sur les outils d'automatisation. Et après, je trouve qu'il y a un temps 2, 3 ou 4, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, qui est quand même la compréhension de comment fonctionne le web. Et du coup, tu vois, la question des webhook response, etc., bah, en fait, si tu fais du dev, tu sais que tu vas devoir mettre, en fait, une réponse à ton webhook à un moment donné. Donc, du coup, c'est assez naturel quand tu as une culture de dev, en fait, à la base, d'avoir ça. Mais c'est normal que pour quelqu'un qui a démarré, en fait, sur un outil comme ça, parce qu'il cherchait dans un premier temps de la valeur et pas forcément à se former pour devenir un technicien ou une technicienne, c'est normal qu'il n'ait pas ça, en fait, dans un premier temps, et qu'on le découvre, en fait, un peu plus tard. Je trouve que la vraie difficulté, elle va notamment résider après dans la compréhension fine de comment fonctionne le web et comment fonctionnent, en fait, les API. Parce qu'en fait, les grosses difficultés qu'il va y avoir par la suite, c'est savoir lire une doc, la comprendre une API dans laquelle il n'y a soit pas de doc, soit une doc qui est très moyenne, pour ensuite aller faire des choses qui sont beaucoup plus poussées. Donc ça va être le premier point. Le second, ça va être aussi probablement dans le refactoring, en fait, donc dans l'optimisation du scénario en soi, pour essayer de gratter, en fait, quelques crédits par la suite quand on en a beaucoup, et probablement que ça va être les gros points à aller chercher par la suite. Et du coup, c'est assez marrant de voir que
pour revenir en fait sur les différentes strats, ce que tu disais, Pierre, c'est que souvent on voit débutant, intermédiaire, expert. Et par exemple, dans le cas de Make, j'imagine qu'ici, il y en a probablement pas mal qui ont peut-être passé la certification sur Make. Et du coup, c'est un niveau 4, en fait. Donc, du coup, eux, ils mettent des niveaux, en fait, par la suite. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a une seule réponse de savoir, en fait, à quel moment on doit placer les différents modules en termes de difficulté. Mais je trouve que le gros point, c'est quand même, de mon point de vue, la compréhension des API, en fait. Non, il y a de toute façon pas une linéarité absolue. On utilise aussi ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et après, ce que je trouve intéressant avec Make, c'est complètement, de toute façon, la compréhension du web, des API, du code aide énormément. C'est sûr, quand tu sais coder, tu sais qu'un repeater, c'est une boucle for i égale 1 à n. Un iterator, c'est une boucle for each. Un router, c'est des if, else. Enfin, tu visualises en fait ce que tu es en train de faire, mais même sans avoir ces bases-là, tu peux très bien utiliser Make, même sans avoir les bases de code, même sans savoir ce qu'est une API, tu peux l'utiliser. C'est sûr que ça aide, et il vaut mieux utiliser Make en sachant ce qu'est une API, mais c'est pas forcément un prérequis. Et ça que je trouve intéressant dans cet outil, c'est sa versatilité, vraiment la capacité à toucher un public très très large, parce qu'on peut aller très très loin, mais on peut aussi commencer très modestement et réussir à faire des choses intéressantes quand même. Ok, donc je crois que pour ton point, tu voulais nous parler un peu de documentation, notamment. Yes, pardon, excuse-moi. Effectivement, moi, du coup, je voulais, vu qu'on était sur le dernier point, en fait, expertise, lui, c'était pas de présenter, en fait, particulièrement des tips en particulier, parce que c'est vrai que moi, en formation, chez Uncode School, j'ai souvent pas mal d'élèves, en fait, qui me disent, mais qu'est-ce qui fait un bon expert, en fait, sur Make? Et la réalité, c'est que, du coup, de mon point de vue, c'est pas juste quelqu'un, en fait, qui a une maîtrise de l'outil, forcément toujours super fine, mais c'est quelqu'un qui a une vision sur la globalité du système. En fait, c'est ça qui me paraît être important. Et du coup, moi, à minima, en fait, quand on me pose cette question, qu'est-ce qui fait un bon expert sur Make, et ça pourrait faire l'objet d'une discussion, hein, je donne je donne des tips et après on peut en discuter bien sûr, mais c'est au moins 3 choses. C'est déjà bien penser à préparer l'amont. Donc, du coup, notamment sur votre interview utilisateur, quel va être le volume de données, quelles sont la criticité des données, quel est le système en fait à penser et ce que vous avez en fait en existant. Je pense que ça, c'est au lieu de se lancer directement, parce que c'est ce qu'on a souvent envie de faire avec Make, étant donné que c'est assez facile en fait pour démarrer. On a envie de tout de suite faire quelque chose, mais l'idée c'est qu'il faut quand même pouvoir bien préparer cet amont. Je trouve que Magali a fait quelque chose qui était assez intéressant. Tu l'as pas cité, donc j'ajoute un tout petit peu plus à ce que tu as fait. La création en fait d'un swim lane. Du coup, c'est du coup ce qu'a montré Magali sur son système, de pouvoir dessiner la manière dont le process doit fonctionner avec les différentes BU qui communiquent entre elles, donc aussi les différents outils. Ça, je pense que c'est un vrai point qui est important. Et une personne qui, je pense, est experte sur le sujet, en fait, se lance pas directement sur la technique, mais prend le temps de préparer en fait ces points-là. Ça, c'est le premier point, donc le penser en amont. Et ensuite, vu qu'on a amont, on a forcément aval. Et donc là, on a à minima au moins 2 choses. Je pense que la documentation, on n'en a pas du coup vraiment parlé auparavant, mais je pense que chacun a peut-être un process en fait de documentation différent. C'est hyper important cette documentation, mais c'est le truc probablement que personne n'a envie de faire parce que c'est long, c'est pas facile et franchement c'est assez boring. Donc du coup personne veut vraiment en fait s'y coller. Mais ce qu'il faut voir en fait, c'est que la documentation c'est un vrai sujet, parce que ça va être pour à la fois potentiellement des personnes de votre équipe, c'est potentiellement pour des personnes qui vont reprendre votre travail, ou c'est potentiellement, et ça on n'y pense pas assez, pour votre moi du futur. C'est-à-dire que vous allez revenir sur ce scénario, en fait, peut-être, j'en sais rien, 2 mois après, et là, il va falloir s'y recoller, et la question, c'est de savoir, est-ce que vous voulez passer votre vie à essayer de comprendre un truc que vous avez fait, ou justement essayer de gagner du temps. Et ça, on n'y pense pas assez, parce que quand on est dans le jus, c'est quelque chose qu'on met, mais vraiment pensez à documenter. Alors j'ai 2-3 trucs après à vous dire sur la doc, et ensuite pensez à l'aval, la question de la gestion des erreurs. Ça c'est un vrai truc aussi qui montre en fait l'expertise. C'est
un expert ou une experte va arriver à savoir, en fonction du type d'API, quelles sont les erreurs classiques qu'on peut avoir et potentiellement comment les gérer. Ça, c'est là qu'on voit la différence entre un scénario de quelqu'un qui est plutôt débutant, voire intermédiaire, quelques mois de pratique, et quelqu'un qui a un peu plus de pratique. C'est la capacité à gérer ces erreurs. Voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que il faut penser également à l'analyse en fait de la donnée que vous allez recevoir. Est-ce que c'est une donnée qui est sensible ou une donnée qui n'est pas sensible? Ok, ça c'est des choses que vous devez absolument voir, parce que en fait finalement sur Make, vous n'êtes pas juste un technicien, vous êtes dans le business de la donnée. Et ça, c'est un point qui est important. Vous devez être assez conscient de ce que vous êtes aussi en train de gérer. C'est quelque chose qui est important. Donc, on va souvent vous poser la question sur pas mal de clients. En tout cas, moi, sur des clients que j'ai eu souvent cette question sur la question du RGPD. D'accord? Vous allez être un petit peu aussi garant de la donnée qui va transiter. Alors, ça dépend si vous êtes freelance ou si vous êtes en entreprise. Moi, j'ai connu des gens qui, du coup, géraient du Make en entreprise et qui étaient également en fait DPO. Donc, c'est les personnes qui sont en charge auprès de la CNIL de la donnée. Donc, ça, c'est des choses en fait que vous pouvez voir. Ça, c'est un point important sur la question du RGPD. Et je pense qu'en tant qu'expert, il faut que vous ayez quelques notions sur ce sujet-là. Et autre point qui peut paraître parfois, et moi je me suis fait assez avoir, c'est la question de la sécurité. On n'en parle pas assez parce qu'on se dit que ça y est, c'est dans le cloud et que du coup, on peut faire confiance à tout le monde parce que tout le monde dit beau, tout le monde il est gentil. Mais la réalité, en fait, c'est que vous pouvez avoir en fait des problèmes au niveau de la sécurité, d'autant plus que vous utilisez en fait différentes API. Et donc, la question, c'est que vous pouvez pas juste faire confiance en fait finalement à l'outil. J'ai vu dans le chat là qu'on parlait à un moment backup, qu'on parlait, oui, je crois que c'est donc sauvegarde par exemple des blueprints. Bon bah ça, c'est des choses vous pouvez je pense que ça fait partie aussi des bonnes pratiques en fait d'avoir potentiellement des backups sur ces blueprints. Donc voilà, l'idée c'est pas forcément de faire confiance trop non plus à ces outils-là et d'essayer de vous prémunir de ce que les outils peuvent avoir. Et quelques petites astuces que à titre personnel je voudrais juste rajouter par rapport à ce que Magali et Alban ont dit. Le premier point, c'est que moi j'ai tendance, alors ça c'est vraiment un truc un peu bateau, mais à utiliser un set multiple variable à la place d'un set variable, parce que vous pouvez avoir j'ai vu certains scénarios où il y avait des set variables. La réalité, c'est qu'en fonction de l'évolution, merci, du scénario, c'est que vous pourriez être amené à avoir plusieurs variables. Ça vous coûte pas plus cher en fait de mettre un set multiple variable, mais vous allez voir que, moi ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis, globalement ça coûte pas plus cher et ça marche tout aussi bien. Donc ça, c'était le premier point. Autre point qui est assez intéressant, je ne l'ai pas trop vu, mais j'ai vu certains scénarios, par exemple, où il y avait pas mal de répétitions sur des modules avec des routeurs qui renvoyaient en fait à des constructions de scénarios qui étaient les mêmes. Moi, j'ai tendance à faire ça en fait de plus en plus. Je pense que ça pourrait être un sujet à part entière. C'est essayer de faire ce qu'on appelle quasiment presque du microservice, c'est-à-dire des scénarios qui appellent d'autres scénarios aussi. Donc, vous commencez par exemple par un webhook et vous terminez en fait par un module HTTP qui envoie en poste en fait les différentes données que vous recevez pour avoir ensuite un autre scénario qui est en charge seulement d'une seule fonction, par exemple créer un document et qui reçoit en fait les différentes informations que vous avez. Ça, c'est des choses qui sont déjà probablement peut-être un peu plus avancées, et puis ça va entraîner le fait que vous allez avoir du coup pas mal de dossiers avec pas mal de scénarios par la suite, donc il faut être capable de le gérer. Mais par contre, du coup, c'est assez intéressant parce que vous, en termes de lecture, ça sera aussi plus facile et vous aurez des scénarios en fait qui vous permettront d'avoir justement des choses qui sont plus faciles à faire et plus faciles à gérer. Et d'autant plus, si vous travaillez à plusieurs, vous pouvez aussi du coup travailler sur des parties de scénario. Ça, c'est des points qui peuvent être intéressantes. Et dernier point, parce que je ne regarde pas le temps, désolé, mais assez rapidement. Alors, sur la partie documentation, 3 points. Pour être très honnête avec vous, je travaille sur un sujet sur la documentation pour essayer de vous fournir en fait, de fournir à la communauté quelque chose qui serait de l'ordre en fait de ce que
on peut avoir sur Client First sur Webflow, pour ceux qui connaissent. Hein, donc, c'est du naming de scénarios. 3 points que je veux juste mettre en avant, que je n'ai pas nécessairement vu sur d'autres scénarios. Moi, j'ai tendance à faire des scénarios en fait, de dev et des scénarios de prod. Pour le coup, parce que notamment en fait pour la partie testing ou autre, ça c'est des points qui sont hyper importants. Donc moi j'ai tendance à avoir peut-être même des scénarios parfois qui sont dupliqués, mais au moins pour savoir que j'ai un scénario de test ou que je vais avoir des données de test en fait dessus, donc en dev, et ensuite un scénario de prod qui va pas être touché directement dès qu'il y a un problème. Ok, ça c'est un point qui est important. La manière dont je nomme le scénario, alors j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient aussi leur propre convention. Moi, il y a une convention en fait alors peut-être que je peux partager mon écran juste sur ça. J'ai bientôt fini, Amandine. Hop, tac. Hop. Et hop, ici, en termes de naming de scénario, hop, ici, moi, ce que je propose et qui fonctionne bien, mais ça peut être un peu verbeux, en fait, c'est l'état du scénario suivi de sa description, de savoir qui l'a mis en charge, qui l'a mis en place, à quel moment et quelle version du scénario c'est. Ce qui donne, par exemple, prod, vous lui donnez un nom. Bon, moi, j'ai mis en anglais, un sales lead from website, pour y être plus précis. Ensuite, qui l'a mis en charge? Alors, qui l'a mis en charge? Moi, ce que je propose, c'est de mettre un mail, parce que si vous mettez, par exemple, juste MB, bon, moi, du coup, ça serait Milan Bogart, mais vous pouvez avoir un Martin Bertrand, en fait, dans une entreprise. Donc, c'est pas assez précis. L'intérêt du mail, c'est que si jamais il y a vraiment un problème, vous pouvez directement copier-coller le mail et écrire à la personne en question. Ça vous fait gagner un petit peu de temps. Une date après, ou globalement, année, mois, jour. Hein, donc, j'aurais pu mettre DD, d'ailleurs, pour le jour. Et ensuite, un numéro de versionning avec vraiment version 1.0 et alors si on veut rentrer vraiment dans le plus concret, après vraiment le 0, vous pouvez faire évoluer. Il y a des versions qui sont mineures, des versions qui sont majeures, etc. Bon, on pourrait revenir un peu plus tard, mais voici comment est-ce qu'on nomme un scénario et ce qui permet de les voir. Et ensuite, pour terminer, juste les notes. Moi, j'ai tendance à mettre, donc à utiliser le système de notes en fait sur Make, qui est pas foufou. C'est vrai, il y a pas mal de personnes qui le mettent sur Notion ou autre. L'idée, c'est que moi, en tout cas, je marque tout en version Markdown. Comme ça, si je fais un copier-coller directement en fait dans Make ou dans Monday ou autre, c'est directement formaté pour Notion. Et du coup, je trouvais que c'était plutôt assez pratique et c'était ce que j'avais en tête. Voilà, j'ai pas mal d'autres trucs à vous dire également sur la documentation, mais je pense que le temps est terminé. On aura l'occasion d'en reparler. Merci voilà, Pierre, Amandine. Ce sera pour une fois. Merci beaucoup, Milan. On s'est permis de dépasser un peu là parce qu'on a magistralement tenu le temps sur les 2 premières tables rondes grâce à Amandine qui nous a superbement géré le temps. Donc, merci beaucoup à toutes et tous. Moi, il y a un point que je voulais mettre en avant aussi. On l'a rapidement évoqué, mais c'est vrai que le fait d'utiliser un texte aggregator pour constituer un JSON que derrière on va utiliser dans un module, et notamment les modules Airtable, parce que l'application Airtable dans Make n'a pas des modules de bulk create, bulk update, bulk delete, donc pour faire des créations, modifications et suppressions en masse. Ça se fait uniquement via l'API. Et donc, constituer comme ça des JSON permet de faire des choses de manière très efficace. Moi, j'ai des scénarios qui consommaient 500 000 opérations par mois et j'ai divisé par 10 le nombre d'opérations en passant à cette technique-là. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on optimise au fur et à mesure de l'utilisation. Merci beaucoup en tout cas à toutes nos intervenantes et tous nos intervenants. On a organisé ça un peu comme c'est venu, hein. On s'est pas concerté pendant 1000 ans sur tout ce que chacun allait dire, mais pour autant j'ai trouvé que c'était d'une part hyper intéressant, hyper pertinent et en plus hyper complémentaire.
même dans la table ronde d'avant, sur les exemples. Enfin, c'était sur des secteurs d'activité différents, sur des fois de l'automatisation client, des fois des opérations internes. Enfin, je suis très content vraiment de tout ce qui a été dit aujourd'hui, vraiment très intéressant. J'ai appris des trucs moi aussi, clairement, j'étais là aussi pour ça. Venir avec mes popcorn, écouter les gens parler et prendre des notes. Donc vraiment très intéressant. Merci à toutes et tous donc, qui avaient participé. Merci évidemment à Amandine qui a organisé. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pour nous avoir tous réunis là aujourd'hui aussi. Parce que tu vas tous nous remercier, mais tu vas évidemment pas. Je ne vais pas me remercier moi-même, quoi. Non, donc je te coupe la parole pour être sûr de réussir à le faire. Mais étant qu'on est au remerciement, j'aimerais bien aussi remercier d'autres personnes. C'est une semaine assez particulière, c'est les 3 ans de No Code France. Déjà, merci à l'ensemble des membres de l'asso qui sont mobilisés cette semaine pour célébrer ça. Et je tenais aussi à remercier nos 7 entreprises mécènes qui nous permettent de financer aussi cette semaine. Donc, je pense à Time Tonic, à VP Connect, à WordPress Connect, à Make, à Brulance, Neodelta, Osaka Studio, Allegria, Contournement et Wiglot, qui sont les 9 entreprises qui nous ont permis de financer notamment les meet-ups de demain soir un peu partout en France. Attends, on a commencé à 7, on a terminé à 9. Pendant la phrase, il y en a 2 qui sont rajoutés ou je sais pas suivi. Non, je sais pas, tu as dit 7 entreprises et juste après, pardon, 9. Je me suis trompée, on a toujours été 9. Enfin, on est D'accord. 9 déjà quelques jours. Je me disais, les choses vont beaucoup trop vite pour moi. Ouais, non, il y a peut-être eu beaucoup trop de choses et moi, je me perds. Ouais, moi aussi. aussi. Il y a 9 mécènes, 9 meet-ups en présentiel. Voilà, c'est le chiffre. Et 1 en distanciel et 18 lives cette semaine. Je vais pas compter précisément, mais je pense entre 40 et 50 personnes qui interviennent, et dont des personnes qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir. Il y a des personnes aujourd'hui dans ce live que j'ai découverte, et ça fait plaisir de rencontrer des personnes, des cas d'usage, etc. Donc merci beaucoup à toutes et tous pour ça. Merci dans le chat, vous avez été top, vous avez vous aussi apporté de la valeur avec les questions, les commentaires que vous avez apportés. Il y avait des choses très pointues aussi dans le chat, donc merci beaucoup. Tout ça sera en replay prochainement sur ma chaîne YouTube, Pierre Simonin Pro, parce que j'en ai 2. Mais si vous tombez sur une chaîne qui ne parle pas de no-code, c'est pas celle-là. Et puis voilà. Je pense que je regarderai le replay, parce qu'il y a des trucs sur lesquels j'aurais envie de revenir à tête reposée. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit Alban là? Attends, j'ai pas noté là sur le DevTools. Non, c'est le DevTools qui m'a le plus marqué, parce que j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser, mais il y avait vraiment des choses intéressantes dans toutes les tables rondes et de la part de toutes les intervenants. Après, je sais qu'ils en parlent beaucoup du coup dans la formation de Make, la certification j'ai pas encore fait. Niveau 4, il me semble. Donc ça, par contre, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et sinon, après, moi, j'ai appris ça de Lilian Sevoumian, personnellement. Voilà, grosse tête du no-code aussi. C'est lui qui m'a appris ça, donc merci, un grand merci à lui. Complètement. On est beaucoup à avoir appris des choses par Lilian. Mais des fois, on lui apprend des trucs aussi. Faut pas... Après, il va prendre la grossette. Oui, c'est ce que je t'entends dire. Eh bien, merci tout le monde encore une fois. Ça fait la 72e fois que je dis merci, ça veut dire qu'il faut rendre l'antenne.